Après notre cours de philosophie politique en mode confinement, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de réflexions intitulée Discutons des idées. Discutons des idées a pour objectif d'inviter la population à réfléchir sur des idées qui peuvent conduire à son émancipation. Comme nous le savons, nous vivons dans un monde où nous assistons à une minorisation de la majorité par la minorité. Et cette minorisation est imposée par la politique de zombification dont une des caractéristiques est l'imbécilisation collective. Lorsqu'on est zombifié, on ne sait plus faire usage de sa raison et on vit dans une situation de minorité. Et cette situation des minorités a conduit à une imbécilisation collective. Il nous faut donc sortir de cette situation, de cet état. Et à travers cette nouvelle série de réflexions, discutons des idées, nous voulons amorcer ces processus de désimbécilisation collective en vue de conduire à l'émancipation de toute personne, en vue de créer un environnement où nous pouvons discuter des idées. Discutons des idées va aborder plusieurs thèmes, plusieurs questions, des questions politiques, des questions éthiques, des questions sociales. En d'autres termes, une diversité de questions. Avant de commencer avec ce que nous pouvons appeler aujourd'hui la leçon inaugurale de cette nouvelle série Discutons des idées, il serait intéressant de partir de quelques citations qui nous permettent de comprendre pourquoi il est important de discuter des idées lorsque on veut amorcer les processus de désimbécilisation collective, les processus de sortir de l'état des minorités. Nous commençons par Eleanor Roosevelt. Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Les petits esprits discutent des gens. La deuxième citation est de Albert Einstein. Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres. La troisième citation est de Ernest Renan. Les blasphèmes des grands esprits est plus agréable à Dieu que la prière intéressée de l'homme vulgaire. Et nous terminons par la citation de François de la Rochefoucauld. Comme c'est le caractère des grands esprits de faire entendre en peu de paroles beaucoup de choses, les petits esprits, au contraire, ont le don de beaucoup parler et de ne rien dire. Après cette série de citations, nous commençons alors avec ce que nous appelons la leçon inaugurale de cette nouvelle série Discutons des idées. Et aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre l'éthique et la politique. Une relation qui n'est pas toujours évidente. Une relation qui est toujours ou qui est souvent conçue comme une relation d'antagonisme. Et nous allons montrer à travers cette première série que on ne doit pas avoir une relation antagoniste entre l'éthique et la politique. Il n'est pas surprenant que la politique ait une mauvaise réputation auprès de ceux qui font l'expérience d'une incapacité de fonder en raison l'ébranlement ou l'évanouissement des valeurs éthiques au moindre contact de la politique. L'éthique et la politique sont perçues comme deux réalités qui, dans l'état moderne, s'entrempêchent dans leurs projets respectifs et font de l'acteur politique une espèce de monstre écartélé. L'une et l'autre s'invitent réciproquement pour mieux s'éviter ou se nier mutuellement. La politique ne fait recours à l'éthique que pour mieux s'aliéner et ainsi la détourner de l'objectif qu'elle se fixe. L'éthique, à son tour, ne quitte la politique
que pour s'y perdre et ainsi être broyé en son énergie informe. On assiste alors, impuissant, à une réfutation de l'éthique par la politique et de celle-ci par celle-là. L'homme politique, quant à lui, se trouve en face d'une situation qui exige de lui un choix authentique à opérer entre, d'une part, l'exigence d'une vie moralement vécue et d'autre part, la conformité aux réalités de la pratique politicienne, qui sont souvent en désaccord avec la perception éthique de la situation. En d'autres termes, les politiciens doivent faire face à des situations où le choix impératif est souvent urgent entre l'efficacité et la moralité ne va pas toujours de soi. Cette divergence de perception fait qu'en politique, l'homme éthique ou raisonnable semble appartenir à un autre monde, à un monde perdu et voué à disparaître d'une société caractérisée par le déchaînement des instincts les plus bas, visant l'acquisition et la maximisation du profit. Ainsi donc, faire de la politique ne signifierait plus aujourd'hui s'engager dans la lutte pour l'humanisation et la réalisation de tout homme et de tout l'homme, mais développer des mécanismes de survie qui tirent profit de la misère des plus faibles, les dépouillant ainsi de toute humanité. En d'autres termes, la politique deviendrait une poursuite acharnée des intérêts personnels et égoïstes qui affirment leur préséance sur le bien commun, sur l'intérêt général, ou encore une pratique sordide des politiciens livrés au vertige de l'irrationalité et ivres d'un pouvoir à conserver à tout prix, oubliant ainsi que la justice politique exige que l'on soit tour à tour gouvernant et gouverné. Surgit alors l'affirmation d'une absence des rapports entre l'éthique et la politique, sinon celui de leur exclusion mutuelle. Et pour élargir encore l'abîme entre ces deux réalités, d'aucuns ont estimé et estiment encore aujourd'hui que si la politique veut faire preuve d'une certaine efficacité, elle doit éliminer de ses recherches des problèmes éthiques. Car pour ceux-ci, estiment-ils, peuvent comprendre, car ceux-ci, ceux qui estiment qu'il faut écarter les préoccupations éthiques de la recherche politique, ils estiment que ces problèmes peuvent compromettre la réalisation des buts politiques. Face à ces comportements qui écartent du champ politique toute préoccupation morale, on serait tenté d'affirmer que la politique est moralement douteuse, car poursuivant une logique d'autosatisfaction, elle fait courir le risque de détourner toute énergie de la recherche d'une vie éthique. Alors se comprend l'inquiétude de ceux qui affirment que la corruption de l'homme par la politique pousse à écarter l'éthique de toute préoccupation politique, ou affirmer encore l'idée selon laquelle le monde politique est un monde impitoyable où seuls comptent les principes du profit personnel, les devoirs moraux étant par le fait même exclus de ce monde. Cette élimination de toute préoccupation éthique du monde politique pose dès lors le problème du politicien en crise ayant perdu toute crédibilité dans les cœurs des citoyens. Certains proposent sa crucifixion politique, d'autres optent pour la somnolence résignée de l'opinion en ne se sentant pas concernés par les affaires de l'État et en oubliant ainsi que la politique est l'une des dimensions inévitables de l'existence humaine et que d'une manière ou d'une autre, chacun est impliqué dans la politique sans possibilité d'évasion. En d'autres termes, on assiste à un abandon de l'action politique aux mains des faiseurs d'illusions, des politiciens farfelus ou des parvenus, de ceux que la médiocrité a frappés de son sceau malfaisant et qui font preuve d'un amateurisme indescriptible. Alors, que nous faut-il? Pouvons-nous nous interroger à la suite de Claude Brouwer? Des philosophes? Sans doute, mais combien sont-ils à tenir leur pari de garder raison envers et contre tout? Beaucoup en sont venus à prêcher le mépris de la raison, à ridiculiser son sérieux
à escompter de la distraction idéologique les gains d'une ère de liberté en fait. Ce constat fait mieux percevoir la dichotomie que certains introduisent entre la politique et l'éthique. En cherchant ainsi à établir une nette distinction entre ces deux réalités, on est conduit à supprimer leur unité radicale, alors que, comme le remarque Eric Weil, ni leur différence, ni non plus leur mutuelle autonomie ne peuvent supprimer cette unité radicale fondée sur leur origine commune dans l'homme regardé et se regardant comme être agissant. Une politique qui n'a pas de soubassement éthique est purement et simplement inhumaine et est vouée à sa propre perte. Par contre, toute politique qui veut s'assurer un degré élevé de réussite doit intégrer en son sein la dimension éthique. La prise de conscience de la non-incompatibilité entre l'éthique et la politique est donc une ouverture à la transcendance du dilemme éthico-politique. Comment, sous un même rapport, parvenir à concilier l'éthique et la politique de telle sorte que l'efficacité et la moralité se regardent et se reflètent l'une l'autre? En d'autres termes, comment parvenir à organiser leur coexistence ou leur copénétration? La difficulté de s'appuyer sur les valeurs morales pour fonder l'action politique semble être à la base de la fragilisation des institutions étatiques de certains pays. En effet, un regard attentif sur la manière dont se pratique la politique dans certains pays, qui se laisse parfois coller l'étiquette de démocratique, provoque indignation et révolte. Car on se surprend alors dans le rôle d'un spectateur dont les yeux sont défiés par des entourloupettes qui rendent perceptible la politisation de la fin seule capable de fonder en raison ou de fonder la raison d'être de toute action politique, c'est-à-dire amener les hommes vers la pleine réalisation de leur nature humaine. Par le fait même, la considération de la politique comme une science du bien par excellence est remise en question. Comment s'assurer que l'éthique et la politique soient conçues dans une relation de copénétration, une relation d'entente mutuelle en vue de l'émancipation de la personne humaine, en vue du développement durable de la société? Telle est la question à laquelle nous devons répondre. Et cette nouvelle série de réflexions, discutons des idées, nous aide justement à amorcer ces processus, à prendre en considération la dimension éthique dans la pratique politique. Et cette prise en considération nous aidera à amorcer ces processus de désimbécilisation collective dans laquelle nous nous trouvons à cause d'une certaine politique de zombification.